Je vais commencer par préciser quelque chose. 1972 a été un sommet, mais dans un génocide qui a commencé depuis bien longtemps. Ça veut dire, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de l'indépendance, on a commencé systématiquement à éliminer les militants Hutus qui se sont battus pour l'indépendance du Burundi. Au point que pratiquement en 1965, il n'y avait plus personne parmi les Hutus pionniers de l'indépendance du Burundi. J'aimerais commencer par citer un auteur juif israélien, Elie Wiesel. L'auteur Elie Wiesel dit ceci: le bourreau tue toujours deux fois. La deuxième fois, c'est par le silence. Donc le bourreau tue toujours deux fois. La deuxième fois, c'est par le silence. Ça veut dire que le bourreau, après son crime, va organiser le silence autour du crime pour que jamais personne ne sache ce qui s'est passé. Alors, les survivants des génocides, les survivants des grandes tragédies savent que c'est terrible de porter le témoignage sur la tragédie. Alors, deux raisons à cela. La première raison, c'est que les grandes tragédies, les grandes douleurs sont muettes. Cela veut dire qu'on ne peut pas trouver les mots pour dire les grandes tragédies, pour mettre en mots les grandes tragédies. Ça veut dire littéralement, on dit c'est indicible, on ne peut pas dire la tragédie, on ne peut pas dire les grandes douleurs, on ne peut pas dire les grandes émotions. Il n'y a pas de mots, les mots sont trop faibles. L'autre raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bourreau s'arrange pour que le discours des survivants ne soit pas crédible. Un auteur qui s'appelle Primo Levi, un survivant de l'Holocauste, a écrit dans un livre intitulé Les rescapés et les naufragés, 40 ans après Auschwitz. Primo Levi a écrit ces mots terribles. Les assassins se réjouissent devant leurs victimes de l'impossibilité de témoigner sur le crime qu'ils sont en train de commettre. Les bourreaux disaient aux victimes à Auschwitz: de quelque façon que cette guerre finisse, nous l'avons déjà gagnée contre vous. Aucun d'entre vous ne restera pour porter témoignage. Mais même si quelques-uns ont réchappé, le monde ne les croira pas. Peut-être y aura-t-il des soupçons, des discussions, des recherches faites par les historiens, mais il n'y aura pas de certitude parce que nous détruirons les preuves en vous détruisant. Et même s'il devait subsister quelques preuves, et si quelques-uns d'entre vous devaient survivre, les gens diront que les faits que vous racontez sont trop monstrueux pour être crus. Ils diront que ce sont des exagérations de la propagande alliée, et ils nous croiront, nous qui nierons tout et pas vous. L'histoire des lagers, c'est nous qui la dicterons. Donc, et Primo Levi a écrit ces mots en 1986. En 1987, il s'est suicidé. Alors, c'est terrible de porter un témoignage comme ça, et cette difficulté de témoigner vient aussi du fait que les gens ne vous croient pas légitime de tenir une parole sur ce qui est arrivé, parce que vous n'êtes pas allé au fond, parce que vous avez survécu. Ceux qui ont touché le fond, ceux qu'il appelle les naufragés,
les engloutit, c'est eux qui sont légitimes de témoigner. Mais eux, ils ne sont pas là, ils sont morts. Donc, leur rescapé est considéré comme un pseudo-témoin parce qu'il n'est pas allé au fond, parce qu'il n'a pas touché le fond. Et ce paradoxe fait que, en fait, les témoins, il y a toujours trois positions à peu près. Certains décident de se taire dans toutes les langues parce que c'est trop fort, parce que personne ne les croit. À mi-chemin entre, il y a donc la position extrême, c'est le silence absolu sur ce qui est arrivé. L'autre position, c'est le suicide. Trop honteux d'avoir survécu, considérant qu'il n'est pas légitime de porter la parole des naufragés. Alors il décide de se suicider, tout simplement. C'est ça qui est arrivé à Primo Levi. Dans la deuxième option, c'est la démence, la perte de la raison, la folie. Et justement, notre témoin burundais, Kiraranganya, dit « Si un jour je deviens fou, ce sera précisément parce que j'ai vu trop de mes frères de lutte pour l'indépendance disparaître, être fusillés, être pendus. C'est trop lourd à porter. Si un jour je deviens fou, les faits que j'ai vus seront responsables à 95% de ma folie. » Primo Levi dit ceci justement au sujet des survivants. « Mon ami religieux m'avait dit que j'avais survécu afin de porter témoignage. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu et je n'aurais pas pu ne pas le faire. Et je le fais encore chaque fois que l'occasion s'en présente. Mais la pensée que mon témoignage a pu me valoir à lui seul de survivre et de vivre de nombreuses années sans gros soucis m'inquiète, car je ne vois pas de proportion entre le privilège et le résultat. Je le répète, nous les survivants, nous ne sommes pas les vrais témoins. C'est là une notion qui dérange, dont j'ai pris conscience peu à peu en lisant les souvenirs des autres et en relisant les miens à plusieurs années de distance. Nous, les survivants, nous sommes une minorité non seulement exiguë, mais anormale. Nous sommes ceux qui, grâce à la prévarication, l'habileté ou la chance, n'ont pas touché le fond. Ceux qui l'ont fait, qui ont vu la Gorgone, ne sont pas revenus pour raconter ou sont revenus muets. Mais ce sont eux, les musulmans, les engloutis, les témoins intégraux, ceux dont la déposition aurait eu une signification générale. Eux sont la règle, nous l'exception. Le témoin est donc confronté à deux questions essentielles, la question de la crédibilité et la question de la légitimité. Il n'est pas crédible parce que les bourreaux organisent le silence et de toute façon, il dit c'est tellement monstrueux que personne ne vous croira quand vous direz ce que vous avez vu. Et le procès en légitimité parce que le survivant est un pseudo-témoin, les véritables témoins sont muets, ce sont ceux qui ont été engloutis par le génocide. Alors, qui est le témoin Boniface Fidèle Kiraranganya? Il est né à Kunganji, c'est à Ruigi, non loin de Rusengo, le 9 novembre 1936. Il est le fils du prince Joseph Kiraranganya, qui a été exilé au Rwanda dans les années 30 pour avoir perturbé l'installation des missionnaires catholiques dans sa chefferie. Après son exil au Rwanda,
le prince Joseph Kiraranganya s'installera à Mubuga, en commune de Gitega, et province Gitega. Boniface va faire ses études d'abord au petit séminaire de Mugera, puis il va terminer les humanités générales à Bukavu, au Congo, au collège Saint-Paul de Bukavu, au Congo. Après son retour, c'est encore l'administration coloniale, après son retour, il va travailler, il va occuper des postes, un poste de comptable de 1955 à 1957, puis il devient secrétaire détective à la police judiciaire de Gitega de 1957 à 1959. Il est nommé chef puis sous-directeur de la Sûreté nationale et de l'immigration, d'abord de 1961 à 1962, puis de 1962 à 1963. Il va devenir ensuite secrétaire général adjoint du Parlement de 63 à 66, secrétaire de cabinet des ministères des Affaires sociales et du Travail de 1967 à 69. Il a par ailleurs été chargé de nombreuses missions officielles au pays et ailleurs, notamment en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et au Zaïre, qui est la République démocratique du Congo actuelle, qui portait à l'époque le nom de Zaïre. Boniface Fidèle Kiraranganya est mort le 25 août 2017 à Montréal, au Québec. Je l'ai connu personnellement, je l'ai fréquenté pendant plusieurs années. Nous avons longtemps discuté de l'évolution politique du pays, à la lumière évidemment de ce qu'il avait écrit, des témoignages qu'il avait écrits. Et j'aimerais souligner qu'il a un livre non publié qu'il a intitulé « La flamme des héros ». J'ai eu l'occasion de réviser ce livre et j'espère qu'un jour il pourra être publié. Alors, au moment du génocide des Hutus de 1972, Boniface Kiraranganya est réfugié en Ouganda. Par la suite, il va s'installer en Éthiopie et il s'installera au Canada au début des années, vers le milieu des années 70. Son témoignage, La vérité sur le Burundi, dont le sous-titre est L'unité et la démocratie au Burundi, a été publié par un éditeur de la ville de Sherbrooke au Québec qui s'appelle François Naham. C'est une petite maison d'édition qui a pris la responsabilité de publier ce témoignage en 1977. Ça veut dire 5 ans après les faits. Pourquoi Boniface Kiraranganya écrit-il ce témoignage? D'abord pour rendre hommage à deux figures majeures de l'indépendance du Burundi qu'il place sur un pied d'égalité. Ça veut dire le prince Louis Rwagasore et l'ancien premier ministre Pierre Ngendandumwe. En dédicace, il écrit « À Louis Rwagasore, mon maître et mon ami, in memoriam » et à Pierre Ngendandumwe, mon maître et mon ami, in memoriam. Boniface Kiraranganya se donne comme mission de rendre compte de l'histoire mouvementée du Burundi avant l'indépendance. Son témoignage commence vers les années 1957 et après l'indépendance, c'est-à-dire que son témoignage d'après l'indépendance court jusqu'en 1976, au moment de la prise de pouvoir par le président Jean-Baptiste Bagaza. Il commence son livre par ces mots: Burundi, un petit pays extrêmement beau, tellement beau que les étrangers l'ont surnommé la Suisse de l'Afrique. Dès la décennie 50-60, c'est 3 500 000 habitants, contre 85% de Hutus et 15% de Tutsis, ont atteint un niveau de civilisation et de maîtrise politique tel que personne ne devait hésiter à envisager la vraie démocratie à l'occidentale. Hutus et Tutsis,
étaient unis comme un seul homme. Lorsque la guerre civile éclata, à la fin des années 1958 au Rwanda, entre Hutus et Tutsis, ils ne comprenaient pas. C'est tout simplement incroyable. Nous avons enregistré consternation et étonnement au plus haut degré parmi les Burundais. Pour la grande majorité d'entre nous, c'était tout simplement incroyable. Hutus et Tutsis s'entretuaient au Rwanda. Moins d'une décennie plus tard, nous allions connaître progressivement le même problème qu'au Rwanda voisin. Que s'est-il donc passé entre-temps? Dans cette déplorable tragédie, il serait erroné, voire injuste, de condamner tous les Hutus et tous les Tutsis. Une infime minorité de tribalistes, quelques individus de part et d'autre, ont eux seuls représenté l'étincelle qui détruisit tout un immeuble. C'est dans ce cadre qu'il faut interpréter le contenu général de cet ouvrage. L'objectif ne sera donc pas ici de critiquer, de déplorer seulement la situation ou de condamner uniquement les erreurs, les méfaits ou les crimes des anciens dirigeants. J'essaierai plutôt de relever objectivement les raisons qui, à mon avis, ont marqué la naissance de cette haine raciale mortelle, estimant en cela qu'il est de mon devoir d'apporter ma contribution de témoignage sur un sujet aussi complexe que délicat. Fin de citation. Les engagements de l'auteur le mettent dans une position de neutralité à la fois dangereuse et intéressante du point de vue du témoignage. L'auteur est Tutsi de père et de mère. Il est donc considéré comme un traître chez les Tutsis s'il témoigne de la tragédie qui a frappé les Hutus. Et chez les Hutus virulents, il est considéré simplement comme un Tutsi parmi d'autres. Alors, en 13 chapitres, l'auteur va décrire la lente descente aux enfers du Burundi, depuis les rêves de liberté reconquise des années 1957-61 jusqu'au sommet de l'horreur en 1972. Je vais donc essayer de couvrir les premiers chapitres et quand commence le basculement, c'est-à-dire à partir de 1965, je vais rapidement passer sur cette période mouvementée et je vais m'appesantir lourdement sur l'année 1972 qui nous concerne ici. Alors, si je devenais fou, dit-il, si un jour par malheur je devenais fou, ce dont j'espère le prophète Mahomet aura l'extrême obligeance de me protéger, les événements d'avril-mai 72 y auront contribué pour au moins 95%. Si je devenais fou, dit-il, tous les chocs subis dans le passé ou qui m'attendent à l'avenir, y compris les emprisonnements injustifiables, l'exil, la perte d'être cher, la mort du prince Louis Rwagasore et de Pierre Ngendandumwe, les amitiés et les tendresses changées en indifférence, tous ces chocs subis, ils seront seulement pour 5%. Je ne vois pas ce que j'aurais donné pour ne pas voir 1972, avril-mai 1972, ça dépasse tout ce qu'on a déjà eu. C'est le paroxysme de la démence, l'exemple le plus parfait de ce qu'un homme est capable de faire lorsque le pouvoir lui permet tout, lorsque plus rien ne l'oblige encore à dominer son instinct de destruction. On peut accepter et supporter toutes les conséquences dues au cataclysme naturel en se disant bien qu'on ne peut rien y changer. Exemple, les famines dues à la sécheresse ou aux pluies, les tremblements de terre, les guerres entre pays ennemis, les inondations, etc. Mais une catastrophe nationale, l'anéantissement en 15 jours de plus de 10% des 3,5 millions de Burundais
provoquée par une poignée de nos propres compatriotes au pouvoir, sous prétexte de répression ou de châtiment exemplaire, cela n'appelle ni peur ni pitié, mais la révolte et l'indignation. Alors, Kirana va commencer son premier chapitre en évoquant une sorte d'union sacrée qui a été la marque des Burundais, Hutus et Tutsis, pendant la lutte pour l'indépendance du pays. Ça commence dans les années 1957. À ce moment, il n'y avait pas encore de problème de Hutu-Tutsi. Il y avait des groupes Hutus et Tutsis réunis qui se battaient contre le pouvoir colonial d'une part et contre le pouvoir féodal d'autre part. Et donc, puisque le pouvoir colonial s'était appuyé sur l'ancien pouvoir monarchique pour continuer à gouverner ce pays, combattre la colonisation revenait aussi à combattre le pouvoir royal. Heureusement, dans cette lutte, il y a une personne qui a joué un rôle clé dans le basculement entre les deux systèmes, le prince Louis Rwagasore. Le prince Louis Rwagasore était un nationaliste et c'était surtout un démocrate. Ça veut dire que pour lui, il fallait absolument que les Burundais aient le droit de choisir leurs dirigeants. Que les gens qui occupaient les chefferies soient les membres de sa famille, ils s'en foutaient et il disait que si ces gens-là n'ont pas travaillé pour mériter d'être élus une fois que le suffrage universel sera instauré, ils ne méritaient pas de rester à la direction des chefferies et des sous-chefferies. Ça va? Alors, il a poussé le prophétisme un peu encore plus loin, parce que pour la première fois dans l'histoire du pays, le fils du roi, le prince Rwagasore, a épousé une femme Hutu. Et donc, à partir de son mariage, les gens Hutus et Tutsis l'ont suivi dans la quête pour l'indépendance. À ce moment, trois facteurs permettaient d'espérer que le Burundi allait amorcer la période post-indépendance avec de bonnes cartes politiques à jouer. Trois facteurs, d'après l'auteur, c'était le degré d'émancipation et de maturité politique de l'élite burundaise, l'existence d'un véritable homme d'État en la personne du roi Mwambutsa IV, ainsi que des hommes politiques, monarchistes ou de l'opposition, ayant avant tout l'envergure de véritables hommes d'État. Et il y a enfin le troisième facteur, c'est l'unité et la fraternité qui régnaient entre Hutus et Tutsis. Premier facteur donc, je vais insister beaucoup sur la fraternité qui existait entre les nouvelles élites Hutus et Tutsis. En 1957, un chef de la chefferie de Gitega qui s'appelait Joseph Ruzovio est démis de ses fonctions par l'administration coloniale. Aussitôt après, le roi s'empresse de nommer un sous-chef, un ancien sous-chef, à demi illettré, qui s'appelait Buyoya. Buyoya, pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, Buyoya, c'était le père de la femme de Michombero. Comprenez? Donc, c'était le beau-père de Michombero. Alors, aussitôt les élites, Hutus et Tutsis réunis, disent non, plus jamais ça. Plus jamais de nomination d'un vieux gaga illettré, du seul fait qu'il appartient à la famille royale. Plus jamais ça. Nous voulons être dirigés par des gens compétents, par des gens alphabétisés. Et donc, le pauvre Buyoya ne parviendra pas à être investi parce que les nouvelles élites disent
non, c'est fini. Nada, c'est fini ça. Ok? Donc, aussitôt après, une autre chefferie se libère et le roi décide cette fois-ci de nommer un membre de la nouvelle élite politique burundaise. C'est un Tutsi, Hima de surcroît, qui s'appelle Tade Sidioyo Mosi. C'était un compagnon fidèle du prince Louis Rwagasore. Et Boniface Fidèle estime qu'entre lui et le prince Louis Rwagasore, il ne sait pas vraiment qui a eu le premier l'idée de l'indépendance du Burundi. Alors, Mwambutsa donc décide de céder à la pression des groupes de la nouvelle élite, Hutu et Tutsi réunis, et nomme Tade Sidioyo Mosi. C'est un bon départ, mais rapidement, le parti UPRONA gagne les premières élections indépendantes de l'histoire du Burundi, 18 septembre 1961, mais un mois après, le 13 octobre 1961, le prince Louis Rwagasore est assassiné. Commence alors la très longue descente aux enfers du peuple burundais. Ce qui se passe, c'est que en 1958-59, il y a eu la révolution rwandaise et donc première confrontation entre Hutu et Tutsi au Rwanda voisin, et rapidement il y a des réfugiés rwandais qui débarquent au Burundi. Alors ils vont empoisonner le climat politique au Burundi et on va voir progressivement, on parlait des groupes Hutu-Tutsi, ensuite on va parler des groupes de Hutu et de Tutsi, et enfin on va parler de Hutu contre Tutsi. Alors cette descente aux enfers, elle aurait pu être freinée si un arbitre avait joué son rôle. Cet arbitre, c'était le roi Mwambutsa IV. Avant cela, il avait toujours été très diplomate, avec un sens très poussé de la justice, et il avait toujours donc su arbitrer les conflits. À partir de 1961, et surtout à partir de l'indépendance, il va progressivement, au sens propre comme au sens figuré, il va progressivement s'éloigner du Burundi. S'éloigner du Burundi, ça veut dire qu'il ne va plus arbitrer les conflits entre les Hutus et les Tutsis, entre les intrigants qui vont grenouiller autour du palais pour avoir des places, et les Hutus qui légitimement aspiraient à avoir leur place dans la gestion de la chose publique. Donc physiquement, politiquement, le roi va s'éloigner progressivement de la sphère politique. Physiquement aussi, parce qu'il va régulièrement partir en Suisse et en Espagne, soi-disant pour se faire soigner, mais en fait c'était pour éviter de prendre ses responsabilités, au point qu'en 1965, son fils, Ndizeye, un jeune, c'était un adolescent, et on l'a roulé dans la farine. C'était un adolescent, il avait à peine 18 ans, il démet son père, et rapidement, lui-même, il est démis, c'est-à-dire le 28 novembre 1966, et son secrétaire à la défense, Michel Michombero, va instaurer la République. À partir de 1961 à 1965, pratiquement tous les Hutus qui ont milité au sein du UPRONA pour l'indépendance sont ou bien en exil, ou bien ont été fusillés, ou bien ont été pendus. Et le roi quittait le Burundi en sachant très bien que des milliers de personnes croupissent dans les prisons et sont soumis à des traitements tellement dégradants et humiliants. Certains étaient naturellement tués. Et donc, à partir de 1965, pratiquement l'espace politique burundais est débarrassé de tous les Hutus. Il y en restera quelques-uns,
et surtout dans l'armée, les officiers et donc tout ce qui est Hutu dans l'armée va être systématiquement éliminé, d'abord en 1969, puis en 1972. Et donc l'armée va devenir une armée mono-ethnique Tutsi. Alors, dans le chapitre, donc ça c'est le chapitre 1er et chapitre 2, au chapitre 3, intitulé « Les illustres victimes du tribalisme et de l'indépendance politique mal préparée », l'auteur énumère tous les héros de l'indépendance, tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance, et il parle du sort qui leur a été réservé. Nombre d'entre eux ont été pendus ou fusillés, nombre d'entre eux sont morts dans des circonstances inavouables, et certains d'entre eux ont eu la chance de s'exiler. Pourtant, au début, sous la direction du prince Louis Rwagasore, il y avait des espoirs que la démocratie s'implanterait. L'auteur en parle, j'en ai parlé rapidement. Le prince disait, si jamais je suis encore jeune, si jamais on devrait instaurer le suffrage universel et que les gens disaient qu'ils ne veulent pas de la monarchie, qu'ils ne veulent pas du roi et même qu'ils ne veulent pas de moi je m'inclinerai, je partirai, je suis encore jeune, je trouverai bien du travail, je n'ai pas de soucis. Tous les autres monarques, tous les autres membres de la monarchie n'ont qu'à s'adapter à la nouvelle donne politique parce que c'est inévitable. Alors, l'auteur dit, personnellement, je n'ai pas été pris au dépourvu. J'ai soutenu la démocratie sans y croire vraiment. C'était trop beau pour être faisable. Il n'était pas raisonnable de penser à une démocratie sans Watergate sanglant avant au moins les années 1990-2000. Bien, excepté à deux conditions. Si Rwagasore n'était pas mort et si les leaders Tutsi avaient bien voulu faire confiance à Pierre Ngendandoumne, surtout dans la catégorie d'hommes dont j'ai dit que la valeur personnelle concerne l'intérêt universel. Louis Rwagasore, au contraire, était sûr de son coup. Selon lui, les chances de la démocratie étaient certaines et les Burundais étaient mûrs pour la belle aventure. Mais dans les coulisses de la monarchie, dans les coulisses du système politique, des gens affûtaient leurs armes, des gens préparaient l'élimination systématique des élites Hutus de l'époque. Et l'arsenal des méthodes qui étaient utilisées donne froid au dos. Voici, l'auteur dit, on a parlé de torture en Argentine et au Chili, pour rigoler sans doute, car il y a torture et torture. Nous ne croyons pas que dans l'histoire universelle moderne, on aura souvent assisté à des pratiques aussi cruelles que celles auxquelles nous avons assisté au Burundi. Écoutez-moi ça. Castration, écartèlement des femmes et des hommes empalés, morts par éclatement après des journées entières d'agonie, dépeçage en 1000 morceaux, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants enterrés vivants ou jetés vivants au crocodile du lac Tanganyika ou de la rivière Rusizi, des êtres humains empaquetés nus dans des blocs de glace, obligation de poignarder de vos propres mains vos propres enfants et ensuite d'achever votre propre épouse. Toute une gamme variée d'atrocités dont la liste prendrait des pages, des calamités et des séances de cannibalisme susceptibles de provoquer la folie, rien qu'à y penser seulement. Alors vous comprenez que ce que disait Primo Levi est vrai. Si vous dites « cela est arrivé au Burundi », personne ne vous croira. C'est tellement monstrueux que les gens à qui vous le dites
ne vont pas vous croire. Ils vont dire un être humain est incapable de faire des choses comme ça. Et pourtant, c'est arrivé. Alors, le génocide de 1972 est donc la culmination, c'est-à-dire l'apogée d'un génocide qui a commencé bien avant 1972. L'élément déclencheur de ce génocide a été l'attaque perpétrée dans le sud du pays par une poignée de maquisards, dont 3 anciens étudiants de l'Université du Burundi qui avaient fui le pays pour s'installer en Tanzanie. Il s'agit d'un certain Celius Mbacha, d'Albert Boutoui et de Daniel Ndabirouye. Les 3 ont rejoint un ancien député du nom d'Ezekias Biyorero. Et de ce petit groupe prétendument à l'origine de l'attaque, l'auteur donne très peu de détails, mais fait une déclaration qui étonne. Il dit personnellement, j'étais sûr d'une chose, qui n'allait pas passer aux actes avant au moins l'an 1980. Notons qu'à l'époque, l'auteur vit en exil en Ouganda. Il ajoute plus loin, pourtant, mon ami Ezekiel Biyorero, un grand ami de longue date qui militait avec nous au groupe Monrovia, et Celius Mbacha, m'avaient juré au début de 1971 qu'il n'y aurait pas plus de 10 Tutsis tués ou condamnés à mort au cas où ils prendraient le pouvoir. Ces 2 hommes ne me mentaient pas. C'est assez étonnant que, par exemple, quelqu'un comme Yoweri Museveni ait évoqué aussi ce groupe et parlé de la précipitation avec laquelle ils ont enclenché l'attaque de 1972, d'avril 1972, dans le sud du pays. Boniface estime qu'il y a 2 raisons à cette précipitation. La parodie judiciaire de 1971, ce qu'on appelle l'affaire Ndungumburanye, c'est-à-dire c'était une parodie de justice par laquelle en fait les Hima de Bururi voulaient éliminer les Tutsis de Muramvya. Donc Jérôme Ndungumburanye était un de ces condamnés. Ils ont été effectivement condamnés, mais il y a eu un tollé général. Hutu et Tutsi, Église, communauté internationale, tout le monde s'est levé pour réclamer leur libération. Mais curieusement, 1 an après, quand on a préparé l'exécution des Hutus, il n'y a personne qui s'est levé pour condamner. Alors, la deuxième raison qu'il évoque, c'est l'arrestation et l'extradition de Charles Ndizeye à partir de l'Ouganda, le 31 mars 1972. Dès son arrivée à l'aéroport, il est arrêté et conduit en résidence surveillée à Gitega. La radio publie 24 heures sur 24 que le jeune Ndare 5 a été arrêté alors qu'il débarquait à la tête d'une nuée de mercenaires blancs. Et c'est curieux, aucun mercenaire n'a été pris. Donc, les gens qui ont attaqué pensaient qu'il y avait des divisions entre les Tutsis, parce qu'il venait d'y avoir le procès dans l'affaire Ndungumburanye. Et ensuite, ils pensaient que chez les monarchistes aussi, la colère gronde parce qu'on vient d'arrêter le jeune prince Ndizeye, Charles Ndizeye, qui va être intronisé sous le nom dynastique de Ndare 5. Alors, ce petit groupe, dirigé par Ezekias Biyorero, va commettre des crimes, beaucoup de crimes, dans le sud du pays. Mais l'identité de ce groupe reste encore à questionner. J'en veux pour preuve le fait que Celius Mbacha est encore vivant. Il vit en Tanzanie. Mais personne ne pense jamais à aller l'interroger pour qu'il donne sa version des faits. D'autre part, une autre thèse soutient qu'il y avait en Tanzanie des jeunes militants de l'UPRONA en formation qui étaient très bien connus des autorités de l'époque
et que ce sont donc eux qui auraient débarqué pour déclencher en fait l'Apocalypse. Vous comprenez? Donc, là, il y a un flou autour des événements qui sont passés dans le sud du pays. Il y a un flou aussi autour des personnes qui ont mené les attaques dans la capitale burundaise. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de témoins affirment que ces gens-là étaient des mercenaires payés par Simbanani et Artemon, et que c'était en fait des mouléristes qui venaient de l'autre côté du lac Tanganyika, et que ces gens-là ont été escortés, ils ont été accueillis à la police judiciaire après leur forfait, et ils ont été escortés vers le Congo au retour. Donc, il y a un flou autour de ça, et les crimes que le petit groupe a commis vont déclencher une machine répressive. Première chose qui va être faite, on va identifier, on les connaissait déjà, tous les officiers Hutus qui restaient dans l'armée, et ils vont être accusés sans aucune preuve de connivence avec les rebelles, et ils sont aussitôt exterminés. Ces officiers, dit l'auteur, dont le commandant Martin Dayahodze et ses compagnons, seront pris et torturés en vue de leur faire signer des aveux drôles et ridicules, après quoi ils furent massacrés et jetés dans les fosses communes. L'hystérie qui s'empare de l'ensemble du pays à l'époque a des résultats terribles. Par exemple, il va arriver au Burundi que des pères de famille emmènent leurs fils à l'autorité en disant bon, on va les interroger, ils vont être libérés. Et puis ces gens-là, on les a exécutés aussitôt après qu'ils soient arrivés dans les cachots de la police. Je vais insister ici sur deux cas spéciaux qu'évoque Kiranganya Boniface. Il s'agit du cas d'un homme et d'une femme, Barnabé Kanyaruguru, et de sa femme, Paskazi Kanyaruguru. Barnabé Kanyaruguru était originaire de la même commune que Boniface Kiranganya. C'était un brillant économiste sorti d'une université parisienne en 1963 et qui avait occupé de très hautes fonctions dans l'administration du Burundi indépendant. Alors, naturellement, cet homme va être exécuté en 1969 quand le régime prétend qu'il y a eu un coup d'État et commence à épurer l'armée de tous les éléments Hutus. Alors, Barnabé Kanyaruguru étant mort, sa femme est inconsolable. On raconte qu'elle pleurait tout le temps et qu'elle ne recevait chez elle que des Hutus. Donc, le bruit a couru que cette femme était viscéralement raciste, qu'elle détestait les Tutsis et qu'elle ne voulait recevoir personne parmi les Tutsis. Alors, cette femme va être tuée en 1972 dans des conditions horribles. Voici ce que dit l'auteur à ce sujet. Donc, la femme a été appréhendée, elle a été torturée. On voulait lui faire des aveux, elle a refusé. Alors, l'auteur écrit, la victime refusa de dire quoi que ce soit. Pendant 7 jours et 7 nuits, elle fut torturée, battue, saignée à mort. Elle demeura courageuse jusqu'au bout, répliquant invariablement qu'elle n'avouerait pas de crime imaginaire, encore moins qu'elle n'accuserait personne faussement. Savait-elle qu'elle allait mourir?
et de l'une des morts les plus douloureuses et les plus cruelles qu'on puisse s'imaginer, la mort par éclatement. Dieu, pourquoi des êtres humains font-ils de telles choses à d'autres? On posa donc sur sa poitrine un instrument spécial, très lourd, destiné à lui comprimer la cage thoracique, le cœur, les poumons, en même temps qu'on empêchait le sang de circuler dans les membres supérieurs et inférieurs, en posant des ligatures au-dessus des genoux et aux bras, au-dessus des coudes. C'est une technique qui donne comme résultat l'éclatement de la victime. Rarement dans les annales du crime, on a assisté au déchaînement de la sauvagerie avec autant de férocité. Et quand on sait que dans tous les pays civilisés, ou qui se disent civilisés, la loi prévoit des méthodes pour abattre des animaux de boucherie sans cruauté. Comprenez? Donc, il y a des lois contre la cruauté envers les animaux. Mais une telle cruauté, il n'y a pas de loi pour l'interdire. Parce que tout simplement, elle est inimaginable. Elle est inimaginable, une telle cruauté. Alors, j'aimerais terminer par ceci. L'auteur énumère tous ces crimes dans le détail parce qu'il connaît les personnes, il connaît les lieux, il connaît les dates de ce long calvaire et il termine en disant qu'on n'oublie pas non plus le fait que l'apparente collaboration de tous les Tutsis n'a jamais été autre chose que le résultat d'une unité forcée, en viol, en refus permanent de leurs droits humains les plus élémentaires. Le résultat du silence qui leur est imposé, un silence assourdissant, une propagande aveuglante et méchante, cousue de haine et de mensonges. Je pourrais parler pendant des jours de ce livre, mais j'aimerais m'arrêter ici et souligner en conclusion ceci. Le témoignage de Kiraranganya est un témoignage courageux, inédit, crédible, parce que l'auteur est Tutsi, parce qu'il connaît les acteurs et parce que son livre est paru 5 ans après les faits. La mémoire est encore fraîche. Comme disait un auteur, le bruit des eaux crisse encore sous les charrues des laboureurs. Et c'est un témoignage qui reproduit plus ou moins fidèlement les faits dont l'auteur a eu le terrible privilège d'avoir été témoin. Il y a évidemment des zones d'ombre, mais ce récit reste inattaquable, incontournable pour qui veut connaître la vérité sur le Burundi et les moyens qui ont été mis en œuvre pour assassiner la démocratie naissante, pour mettre fin à l'unité des combattants de l'indépendance au début des années 60, fin des années 50, début des années 60. Il faudrait partir de ces récits pour réhabiliter officiellement les victimes. C'est à ça que sert un pouvoir. Réécrire l'histoire, réhabiliter les victimes. De Mirerekano à Ngendandoumé en passant par Guagasore et les autres, tous ceux qui ont été suppliciés en 1972 et après, ces gens-là, les morts et les vivants, les survivants, regardent le pouvoir en place et lui demandent « Qu'est-ce que vous faites pour la mémoire de ces victimes ?» C'est un chantier énorme, colossal, mais j'ai la terrible impression que le pouvoir ne comprend pas les enjeux symboliques de ce chantier. J'en parlais souvent avec Kiraranganya de son vivant et il regrettait amèrement qu'après avoir donné un témoignage aussi éclatant, il n'ait rien vu
en termes de décision, en termes de symbole par les nouvelles autorités de la République du Burundi. J'espère qu'un jour ils comprendront et qu'un jour ils prendront le courage de commencer ce vaste chantier. Je vous remercie.